Et je redonne immédiatement la parole à Benoît Perroton pour la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc l'obligation réglementaire de faire ce rapport, avant ça s'appelait un débat d'orientation budgétaire, c'est devenu un rapport l'année dernière. C'est les communes de plus de 3500 habitants qui y sont soumises. Elles doivent faire un rapport, elles doivent parler des engagements pluriannuels envisagés, de la structure et de la gestion de la dette, ce que l'on vient de faire préalablement. Elles doivent présenter et développer les évolutions prévisionnelles dépenses-recettes en fonctionnement-investissement, le programme pluriannuel d'investissement, l'évolution prévisionnelle de l'épargne brute et de l'épargne nette et de la dette. Pour les plus de 10 000 habitants, on doit parler de la masse salariale, son évolution, de l'exécution des dépenses de personnel, de la structure des effectifs, des rémunérations et du temps de travail. La loi, par ailleurs, conformément à la loi de programmation des finances 2018-2022, les objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, l'évolution du besoin de financement, c'est-à-dire l'endettement de la ville, doivent être présentés. Ce sont les deux paramètres qui ont donné lieu à la contractualisation avec l'État. Donc le ROB, lui, il est transmis au préfet, au président de l'agglomération Grand Chambéry, au public mis à disposition. Il sera mis en ligne et il sera accessible sur du papier à l'hôtel de ville. Donc un point rétrospectif avant de commencer. Vous aviez parlé de fiscalité, M. Fajot. Donc nous avons repris la fiscalité locale. C'est quoi la fiscalité locale? Une taxe foncière. Taxe foncière non bâtie, taxe d'habitation. Si on compare les taux avec la strate, qui peut être une comparaison pertinente, on est largement au-dessus de la taxe, du taux moyen sur la taxe foncière bâtie, également sur la taxe foncière non bâtie. On constate que sur la taxe d'habitation, on n'est pas loin à 0,50% de la moyenne de la strate. Les taux ont leur importance. Néanmoins, la base également a une importance. Quand vous appliquez un taux plus élevé, un taux plus élevé à une base plus faible, vous commencez déjà à contraindre les écarts. C'est le cas pour la taxe foncière bâtie, le taux paraît très élevé, mais la valeur absolue du calcul est beaucoup plus réduite que le taux ne laisse apparaître. C'est pareil sur la taxe foncière non bâtie. 50% sur 2%, sur 2 euros, il vaut mieux payer 50% sur 2 euros que 38 sur 7. Il n'y a pas, mathématiquement, il n'y a aucun problème. Quant à la taxe d'habitation, on constate que nos bases sont très proches. Nos taux sont relativement proches. Quand on fait le calcul, ça représente 2,7% de plus sur la ville de Chambéry par rapport à la strate. Je redis, 2,7% de plus. Donc, nous sommes, effectivement, si l'on regarde que les taux, nous sommes une cité qui peut paraître chère. Si on remet les choses en perspective et en valeur absolue, les choses prennent une allure légèrement différente. Je ne suis pas en train de dire que c'est économique les impôts sur la ville de Chambéry. Contractualisation avec l'État. Nous avons contractualisé cette année avec l'État. Nous nous sommes engagés, et là, M. Fajot, on parle des dépenses maintenant. Pourquoi ne pas trop investir? Parce que ça génère des frais de fonctionnement. Si ça génère des frais de fonctionnement, ça touche les valeurs qui sont là. Comme nous avons pris une contractualisation, nous sommes dans l'obligation de la respecter et de rester dans les plaques qui sont indiquées là. Notre base, c'était la base donnée par la préfecture, 84 150 000 euros. En 2018, nous avions la possibilité d'aller jusqu'à 85 244 000 de dépenses. En 2019, nous pourrons dépenser 86 352 et en 2020, 87 475. Il est à noter que le taux national est de l'ordre de 1,20% et que la ville a obtenu un taux un peu préférentiel de 1,30%. Parce que les efforts que nous avons portés sur des économies de frais de fonctionnement entre 2014 et 2016 nous ont donné, le préfet a bien voulu nous l'accorder, ces 0,10 points supplémentaires. Oui, c'est sûr.
Alors, on n'a pas obtenu ces 0,10 supplémentaires sans rien faire. On a fait des efforts d'optimisation engagés sur tous les frais. On verra que les frais de fonctionnement de la ville ont baissé depuis 2014 en valeur absolue. Il ne demeure que néanmoins que les subventions versées aux associations sont stabilisées. Leur montant est toujours nettement supérieur à celui observé dans les communes de même strate. On est de mémoire à 201 € par habitant versés aux associations pour une valeur de strate à 131 €. 70 € de différence, c'est pas rien. La ville reste ainsi le principal financeur de la vie locale, que ce soit de la vie culturelle, sportive, de l'action sociale. Le CCAS, en 2015, nous avions été amenés à verser 4,9 millions d'euros pour résorber les difficultés financières constatées sur cet établissement. Dès 2016, on les a ramenés, et 2017, on a ramené la subvention à 3,9 millions d'euros. Et en 2018, le CCAS a consommé 3,7 millions de subventions. On a pu baisser à nouveau de 200 000 € en lien avec l'amélioration sensible des finances de cet organisme, tout en lui conservant les qualités dans son fonctionnement. Un mot sur les ressources humaines. Les ressources humaines à la ville de Chambéry, la ligne 012 pour la compta, c'est 63% du budget de fonctionnement. 63%. Constaterez que toutes les années, ça augmente. Je crois qu'en 2014, on était à 59, on a dû passer à 61 l'année dernière ou l'année 2016, et là, nous sommes à 63. Alors là, M. Fajot, on a fait des choix de gestion, là aussi. On a fait des choix de gestion. Les premiers choix, c'est l'État qui les ont faits. On a eu des mesures exogènes qui sont la non-revalorisation du point d'indice depuis début 2017. On a eu le décalage d'un an des mesures de modernisation des parcours professionnels des carrières et des rémunérations, PPCR, et il y a eu la réinstauration du jour de carence. Ces éléments vont dans le bon sens très clairement pour le chapitre masse salariale de la ville de Chambéry. En interne, nous les avons améliorés, complétés plutôt, par la priorité donnée au recrutement interne. Chaque fois qu'il y a un recrutement à faire au sein de la ville de Chambéry, ça passe avant tout par une recherche en interne. Et puis, lors des départs en retraite, on a choisi de redéployer les postes afin de ne pas remplacer plutôt sans avoir une réflexion poussée sur ce qu'il faut faire. La collectivité n'a pas que mis la pression sur sa masse salariale. Elle a mis en place la hausse du régime indemnitaire. C'est 450 000 € supplémentaires au 1er avril 2018 pour reconnaître la spécificité de chaque poste de travail. Et puis cette année 2018, nous avons souhaité mettre en place une prime de disponibilité et d'adaptabilité exceptionnelle qui est d'un montant de 280 000 € cumulés. C'est 200 € par agent qui ont été versés de mémoire au mois de novembre ou au mois de décembre, Sylvie, je ne sais plus exactement. Voilà. Donc, d'un côté, effectivement, la volonté de maîtriser particulièrement la masse salariale, d'un autre, des gestes d'amélioration également. Donc on parle maintenant de l'épargne. L'épargne, c'est le nerf de la guerre dans une collectivité. L'épargne tirée du budget de fonctionnement, du fonctionnement, c'est le nerf de la guerre. On voit qu'en 2014, cette épargne était négative. Ça veut dire que l'argent dégagé ne permettait pas de rembourser la dette. À partir de 2015, nous avons réussi à transformer cette épargne en épargne positive. On la lit en 2015, 2,4 millions d'euros, 2,3 en 2016, 2,7 en 2017. Le CA 2018 n'est encore pas complètement finalisé, mais on constate que notre épargne a progressé jusqu'à 15,4 millions d'euros et le capital remboursé étant 9,9, nous devrions avoisiner une épargne nette de 5 millions d'euros. Alors pourquoi générer une telle épargne nette ?
L'intérêt de l'épargne nette, ça donne une capacité à investir à la collectivité et à investir en minimisant les emprunts. Et là, nous avons l'évolution des dépenses d'équipement, c'est-à-dire des investissements de la ville sur les 4 dernières années. Un point bas en 2015 à 10 millions d'investissements. Un premier point haut cette année en 2018 à 18 millions d'investissements. Donc, vous voyez qu'on arrive sans endetter davantage la collectivité, tout en réduisant sa dette, à améliorer de façon significative son niveau d'investissement. C'est 70 millions qui ont été investis sur les 5 dernières années. Quelques rappels du positionnement de la ville de Chambéry par rapport à la strate. C'est en charge de personnel, 865 € pour 827. Les subventions, j'en ai parlé. Les charges financières qui demeurent néanmoins encore nettement supérieures à la moyenne de la strate. Des dépenses d'équipement, revers de la médaille, qui sont un peu inférieures. Et des remboursements d'emprunts qui sont supérieurs, bien entendu, à la moyenne. L'encours de la dette, c'était des chiffres antérieurs. 2052 par habitant. 1416 pour la strate, on voit que cette valeur s'améliore. Alors si on passe à l'aspect maintenant prospectif, nous essayons chaque année de prendre des bases pour se dire comment va être notre année 2019 et la suite. Un petit rappel, la croissance mondiale, c'était 3,7% de croissance en 2018, devrait revenir à 3,5% en 2019 et 2020. Les experts s'accordent à peu près sur ces valeurs. La croissance française, ce n'est pas la même. On a eu un pic en 2017 de 2,3%. L'économie française reviendrait à environ 1,5% en 2019 et 2020. Ces valeurs sont importantes parce que ce sont sur ces valeurs que se base le gouvernement pour proposer une loi de finances. Donc c'est dégressif. L'État français regarde comment se présente la croissance mondiale pour en déduire une croissance nationale dont on déduit donc des recettes fiscales et une loi de finances. L'intérêt de la loi de finances de cette année, c'est qu'elle ne prévoit pas de bouleversement majeur pour les collectivités. Le gouvernement s'est engagé à maintenir notre DGF au niveau que nous avions en 2018. Nous espérons que ça sera tenu, ça devrait l'être normalement. On note également une chose importante, c'est le dégrèvement de la taxe d'habitation. Il y a déjà eu un dégrèvement cette année en septembre de 30%. Il y aura un dégrèvement de 65% en septembre 2019. Le cumul, c'est déjà 7 milliards de dégrèvement par rapport aux gens qui payent de la taxe d'habitation. Alors, nos objectifs de gestion, on les réaffirme, c'est une capacité d'autofinancement. Ça nous paraît être le nerf de la guerre. Ça veut dire qu'on doit être capable de rembourser le capital et de générer une épargne nette qui nous permette d'investir. Les investissements, c'est 10 millions d'investissements nets par an. 10 millions nets, ça veut dire que c'est la différence entre l'investissement que l'on fait et les subventions d'investissement qu'on reçoit. Ça veut dire que si on fait 18 millions d'investissements, on peut recevoir environ 10 millions de subventions. Ces 10 millions, c'est cet écart. L'endettement, c'est la garantie de la solvabilité de la commune et c'est de maintenir un taux de désendettement proche de 10 ans. Vous avez vu qu'actuellement, on est sensiblement en dessous. On va voir dans la prospective qu'il est prévu que ce taux remonte légèrement. On a une volonté farouche de ne plus recourir au levier fiscal. Depuis, nous l'avons fait en 2015, nous souhaitons ne plus revenir à devoir utiliser le levier fiscal. Le fait que la TH baisse et disparaisse pour certains de nos concitoyens fait par là que c'est pour nous un outil favorable sur la fiscalité. C'est quand même pour nous une décision qui est particulièrement intéressante pour la collectivité et pour toutes les collectivités de France. La prospective, qu'est-ce que l'on envisage pour les 3 ans qui viennent? Une stabilité dans les recettes, 98,2 millions en 2019, 99,1 en 2020, 107,7 en 2021.
Ces évaluations, ces évolutions sont liées à ce que nous connaissons de la loi de finances 2019 et ce que nous en extrapolons. Les dépenses, nous tablons sur 86,7 millions en 2019, 87,9 en 2018. Vous voyez que c'est le taux c'est 1,3, c'est le taux que nous avons contractualisé. 98, je vois mal, 9 en 2020, on est 88, pardon, oui, sinon on n'est pas bien. 88,9 millions, c'est 1,1%, c'est légèrement en deçà du taux qui nous est toléré. Les dépenses de personnel, on voit une évolution qui est supérieure à ce qui nous est accordé en global, ce qui signifie qu'il va falloir quand même faire des économies ailleurs. C'est 2% entre 2019 et 2020, c'est 2,1% entre 2020 et 2021. Les intérêts de la dette, on a dit qu'ils baissaient, ils continueront à le faire de façon beaucoup plus limitée parce que là, on va être en monnaie pleine, on n'a plus d'emprunts structurés. L'effet du 0,81% des emprunts à 0,81% va commencer à moins se faire sentir sur les années qui viennent. Remboursement de capital, il est plutôt étal à environ 10 millions, 10 millions 5, 11 millions 3 en 2021, 11 millions 3 va être l'asymptote de notre niveau de remboursement de capital. La dette, ce montant va baisser dans les années qui viennent. Peu, mais va baisser quand même. Et puis l'épargne, on l'envisage à 1,5 million en moyenne tout au long de ces 3 années. En investissement, on tape sur des recettes d'investissement 19,9 millions. Monsieur Fajot, vous nous avez questionné sur les cessions. Effectivement, nous serons à 19,9 millions sous réserve de céder pour 6 millions de biens de la ville pour cette année 2019. Vous voyez qu'ensuite, on retombe à un niveau de recettes d'investissement de l'ordre de 12,9 et 12,4 millions. Quant aux dépenses d'investissement, on les a envisagées aux alentours de 25 millions d'euros. Le plan pluriannuel d'investissement, des opérations récurrentes, c'est celles qu'on ne peut pas éviter. 8,5 millions en 2019, 6,6 millions en 2020, 6,5 millions en 2021. Les non récurrentes qui contiennent les nouveaux projets, 24,5 millions en 2019, 23,9, puis 27,3. Notre PPI donne des dépenses d'investissement de 32 millions en 2019, 30 millions en 2020, 33 millions en 2021. On sait que ça, c'est dans un monde parfait. C'est si tous les projets que nous avons répertoriés, nous souhaitions les faire, ça serait ce niveau d'investissement qui serait nécessaire de faire. D'abord, les finances de la ville ne le supportent pas. D'autre part, on sait pertinemment qu'une collectivité ne sait pas faire 100% de ses investissements. Donc nous avons considéré que nous saurions faire 75% de cet investissement. Donc notre prospective à nous, c'est 24 millions en 2019, 23 en 2020 et 25 en 2021, ce qui est néanmoins un niveau d'investissement significatif. Vous avez vu qu'en 2018, on est au sommet de ce qu'on a fait sur la mandature, on est à 18 millions. De mémoire, sur les mandatures précédentes, la barre des 25 millions a été atteinte une fois et la plupart du temps, la valeur moyenne était aux alentours de 19 à 20 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement, je rappelle là simplement qu'elles sont plafonnées par la contractualisation que nous avons fait avec l'État. Effectivement, c'est un choix, M. Fajot. C'est un choix de ne pas faire bouger ces valeurs-là, de façon à maintenir nos paramètres financiers. Et puis en dette nouvelle, on a prévu 3,1 millions en 2019, 8,6 en 2020, 8,3 en 2021. Vous voyez qu'on souhaite rentrer dans ce qu'on appellera plutôt une normalisation de nos emprunts, puisque nous aurons atteint à ce moment-là un niveau d'endettement qui nous semble pertinent
avec les besoins de la ville et avec l'image financière que la ville souhaite donner. Donc nos besoins de financement vont continuer à baisser, c'est-à-dire qu'on va se désendetter jusqu'à 2021 et puis après, en fonction du nouveau projet politique, nous devrions être aux alentours d'une centaine de millions d'euros. Donc l'encours final en 2020 devrait être de 110 millions, et en 2021 de l'ordre de 107 millions d'euros. Voilà, et toujours dans nos priorités, accompagnement de l'enfance, soutien aux personnes âgées, amélioration de la relation à l'usager et sécurité et tranquillité publique. Et toujours pas de recours au levier fiscal. Ça nous paraît être quelque chose d'essentiel pour l'avenir. Merci de votre attention. Merci, M. Perroton, pour cette présentation. J'ouvre le débat. M. Serino. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur l'adjoint de finances. Chacun sait quelles ont été les contraintes imposées aux collectivités territoriales, notamment par l'État. Jusqu'à cette année, vous avez rappelé, M. Perroton, que les choses ont l'air de changer, en tout cas dans l'inscription pour 2019 dans la loi de finances. Mais jusqu'à présent, les 5 dernières années ont été des années marquées par des contraintes qui étaient dans la continuité des contraintes des années précédentes d'ailleurs. Vous nous proposez d'ailleurs en fin de conseil de voter un vœu, la résolution du dernier congrès des maires, qui critique notamment fortement la contractualisation imposée que vous avez rappelée par l'État avec la règle des 1,2 qui correspond à 1,3 à Chambéry, de plafonnement des dépenses de fonctionnement. Bon. Évidemment, il y a des contraintes. Ces contraintes, vous les avez vous-même accentuées avec des choix politiques que vous avez rappelés et que vous assumez, bien évidemment, au risque de vous retrouver dans la situation de ne pas pouvoir profiter de possibilités d'investissement, de possibilités d'emprunter à des taux très bas, et de vous retrouver dans quelques années à devoir, en tout cas la collectivité devra, elle, peut-être utiliser ce levier de l'emprunt avec des taux certainement moins favorables. En tout cas, actuellement, il remonte. Évidemment, vous dégagez par cette politique une capacité d'autofinancement positive, mais les choix que vous avez faits conduisent à mener une politique brutale. Alors, vous n'avez pas utilisé les mêmes termes que l'année dernière, vous n'avez pas dit couper, vous avez dit serrer, mais on comprend bien qu'on est dans la continuité de ce qui a été fait depuis de nombreuses années. Une politique qui est brutale, très brutale, certainement trop brutale, pour aboutir à dégager des marges de manœuvre, mais au bout de 5 ans. Voilà. Et pendant ce temps-là, eh bien, vous ne les avez pas dégagées, ces marges de manœuvre, et ça a eu un certain nombre de conséquences. Et ces conséquences, ce sont les Chambériens qui doivent au quotidien les mesurer. Je dis cela parce que, au fond, vous l'avez rappelé à l'instant, Monsieur Perroton, en moyenne 12 millions d'investissements par an. C'est vrai que c'est bien moins que dans les années précédentes, et on peut même remonter très loin, puisque les chiffres que vous avez donnés étaient déjà fortement contraints par un certain nombre, hors plan de relance de 2009, étaient déjà fortement contraints par des baisses de dotation, alors que dans les mandats précédents, on avait atteint des niveaux bien supérieurs encore d'investissement, tout en ayant une maîtrise de la dette, parfois une dette très importante évidemment, mais une maîtrise présente en tout cas sur les 15 dernières années. Si nous pensons par principe qu'un budget sain doit permettre de maintenir des possibilités d'investissement, et là-dessus on se retrouvera, des possibilités d'investissement, ça siffle, des possibilités d'investissement constantes, vos choix ont abouti à un quasi-gel de ces investissements depuis 5 ans. C'est le fruit d'une trajectoire budgétaire que je qualifierais de dramatisante. Plusieurs années où vous avez préféré stopper des projets importants, tenter de vous en désengager d'ailleurs, même au départ, pour finalement les reprendre après
un certain nombre de tâtonnements. Plusieurs années où vous avez choisi de bricoler plutôt que d'investir les sommes nécessaires aux enjeux là où il était utile de le faire, parce que c'est le choix qui a été le vôtre d'un affichage que j'entends très bien et que vous assumez parfaitement, d'une réduction très massive, on l'a déjà dit depuis 4 ans ou 5 ans, du stock de dette. La conséquence, elle est quand même quotidiennement perçue par les Chambériens, en tout cas possiblement percevable par eux. Faiblesse des investissements dans l'entretien des bâtiments. Pas faire la litanie, on en reparlera au moment du débat budgétaire lui-même. Faiblesse de l'investissement dans une vraie et efficace politique de circulation et de transport public. Un plan de circulation bricolé au coup par coup, plutôt qu'une vraie requalification de la traversée de notre ville, apaisée et outil de transformation écologique actuellement indispensable. Un nouveau réseau de bus qui handicape plus qu'il ne sert les usagers dans leur diversité. Là encore, je ne développerai pas plus, on aura l'occasion d'en reparler au moment du budget. Précipitation à modifier un plan de déplacement urbain sans respecter les règles de base, sans concertation réglementaire. Nous verrons où tout cela nous mènera. Faiblesse de l'investissement que vous cherchez à compenser en déléguant les services pour en transférer la charge à d'autres. On l'a vu à travers notamment le stationnement. Enfin, faiblesse aussi de certains investissements, je prendrai comme exemple le boulevard de la Colonne, où le talent du cabinet d'urbanisme qui a travaillé cet automne n'efface malheureusement pas votre manque de projet de rénovation globale et d'investissement réel qui aurait pu être permis avec une politique différente. Vous auriez pu investir plus sur ce point central de notre centre-ville et en faire cet espace attractif nécessaire tant pour les commerces ou les professionnels que pour les habitants. Vos dernières orientations budgétaires du mandat, en année pleine, en fait, c'est bien la dernière fois que ce budget que vous allez nous présenter le mois prochain sera sur une année complète, s'inscrivent donc dans cette méthode de gestion brutale, je l'ai déjà dit. C'est là le fond de notre critique, ce qui nous différencie, une approche comptable, trop comptable, et pas suffisamment humaine, oserais-je dire, de notre collectivité, au pire moment pour les habitants depuis un certain nombre d'années, on le sait tous. Car la réalité, c'est que vous avez, depuis 2015, supprimé du pouvoir d'achat. Alors, grâce à la politique de suppression de la taxe d'habitation, finalement, je comprends que vous en soyez assez satisfait, mais je crois que vous êtes certainement un des rares adjoints aux finances en France à être satisfait de la suppression de la taxe d'habitation. Parce que aujourd'hui, cette taxe d'habitation que vous ne maîtriserez plus, que nous ne maîtriserons plus, Monsieur Perroton, ça pose quand même une question de fond sur la politique de décentralisation auquel, personnellement, je suis extrêmement attaché. Et c'est aujourd'hui un outil politique qui est enlevé des mains des élus locaux. Et moi, je le déplore plutôt que de considérer que c'est une bonne chose. Mais je vois bien qu'à la hauteur de notre Assemblée ce soir, et dans le court terme, vous puissiez être content que ce que vous avez supprimé en 2015 vous soit rendu par l'État, et soit rendu aux citoyens par l'État. Donc la réalité de la suppression de l'abattement à la base et puis l'augmentation des impôts, Guy Fajot en a parlé, je ne reviendrai pas dessus. Finalement, voilà, 2019 est la dernière année pleine de votre mandat et les lignes tracées apparaissent maintenant comme nous l'avions pressenti depuis de nombreuses années. Vous avez fait le choix de sacrifier bien des services à la population sur l'autel de votre gestion brutale et très comptable. Mais à quel prix pour les Chambériens et pour les services municipaux? Nous n'avons pas fini d'en mesurer les dégâts et les retours de bâton risquent bien d'être beaucoup plus durables que les petits effets d'aubaine que vous aurez de cette façon-là permis, que vous aurez fait de cette façon-là. Monsieur Fajot, non? Non. Monsieur Dupassieux. Je croyais que vous aviez la main levée, Monsieur Fajot. Oui, deux questions et une remarque. Première question, vous précisez que seulement 59% des ménages auraient bénéficié de la baisse de la taxe d'habitation, alors que la communication nationale, c'est 80%. Donc je suis un peu étonné de cet écart entre Chambéry et ce qui est indiqué au niveau national. Est-ce que vous avez creusé le pourquoi de ce constat?
Deuxième question. Effectivement, par rapport aux économies d'investissement que vous avez fait dans les précédentes années, vous arrivez effectivement à un budget relativement conséquent sur l'investissement et entre autres sur les investissements récurrents, et vous annoncez 1,6 million sur le scolaire, hors gros investissements qui sont plutôt reportés sur 2020-2021. Donc, qu'est-ce qu'il y a tant que ça dans ce 1,6 million pour les dépenses scolaires? Et enfin, la remarque, c'est qu'effectivement, ce qui a été un peu dit, en fait, c'est que quand on regarde le bilan des exercices précédents, il manque grosso modo 9 millions d'investissements sur les dépenses récurrentes, entre autres, ou sur les grosses rénovations. Et donc, effectivement, ces 9 millions vous ont permis de désendetter la ville. Bon, quand Jean-Benoît Serino dit que c'est brutal, effectivement, c'est brutal. Entre autres, ça a certainement dû être brutal pour les entreprises locales. Je ne sais pas ce qu'elles en pensent. Est-ce qu'elles se sont rendues compte? Je pense que oui, mais en tout cas, pour les entreprises locales, cette absence d'investissement important dans les précédentes années a dû se ressentir forcément sur l'activité de ces entreprises. Donc voilà, encore une fois, comme l'a dit Guy Fajot, c'est un choix, désendetter plutôt qu'investir. On aurait pu désendetter et aussi investir. C'est un peu le reproche qu'on peut vous faire sur les exercices passés. Et effectivement, cela vous permet aujourd'hui de rattraper le retard, tant mieux. Oui, je vais répondre. Je vais essayer de ne pas être trop dans le désordre. Pour M. Dupassieux, 80%, c'est les personnes qui payent, et 59%, c'est l'ensemble des personnes qui pourraient être soumises. La différence, c'est les personnes qui sont exonérées. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si. 80% des personnes qui payent l'impôt. Il y a 80% des personnes qui étaient soumises à cet impôt sont exonérées, mais il y a 59% des gens qui, entre ceux qui sont exonérés et ceux qui payaient, ça fait 59%, ça ramène à 59% de la base fiscale. Voilà, j'y suis arrivé. En ce qui vous dites qu'il manque 9 millions d'investissements. Je veux bien qu'il manque 9 millions d'investissements, M. Dupassieux, mais l'état financier de la ville tel qu'on l'a trouvé ne permettait plus de les faire, on ne trouvait plus l'argent pour les emprunter. Donc, bien sûr qu'il manque toujours quelque chose, mais nous n'étions pas en mesure de les faire. Vous aviez fait en sorte que nous ne soyons plus en mesure de les faire. Donc, c'était un peu difficile pour nous. J'ai remis en ligne pour M. Serino les éléments là. Vous voyez la croissance de l'investissement. Nous avons quand même réussi à désendetter la ville, à revenir dans des ratios financiers qui sont plus que corrects et à majorer les investissements de façon significative. Si ma tête ne flanche pas trop, entre 2017 et 2018, il n'y a pas loin de 20% d'augmentation de nos investissements. Je ne prends pas le ratio entre 293 et 18, parce que là, on est dans des chiffres qui sont également plus que significatifs. On doit friser les 80% d'amélioration. Je crois que vous avez enfin, pas un mauvais souvenir, mais un faux souvenir de ce qu'étaient les investissements à votre époque. Ils n'étaient pas très supérieurs à ce qui était là. Et je redis, vous ne pouviez plus continuer dans cet ordre-là. Comme je viens de le dire à M. Dupassieux, il manque rien parce qu'on n'était pas capable de les faire. Les situations des finances de la ville ne permettaient plus de le faire. Quant à l'outil que représente effectivement la TH, on peut faire varier les taux, certes. Quand on les augmente, les taux, on se fait, entre guillemets, critiquer. Et je connais peu de collectivités qui avaient réussi à les baisser. Mais ça, c'est mon avis personnel. Je ferme la parenthèse. Moi, je suis ravi que les gens soumis à la TH, il y en ait 80% qui les aient vus baisser de 30% en 2018 et qui vont l'avoir baissé de 65% en 2019. J'allais dire quelque part en boutade, l'argent n'a pas d'odeur. Qui viennent de l'État ne me gêne pas du tout. Ce qui me gêne effectivement, c'est que si l'État ne respecte pas ses engagements et recherche pour rééquilibrer son budget de nouvelles sources d'économie, il procède par une réduction à nouveau de cet aspect de ce qu'on peut qualifier de cette compensation. J'espère que l'État va trouver d'autres moyens
et effectivement, à terme, va réussir à nous redonner quelques outils, quelques leviers pour être un peu plus autonome financièrement. Mais je rappelle néanmoins que l'autonomie financière la TH, c'est 22% de nos recettes. Vous voyez, certes, ça nous donne une certaine autonomie. On n'est quand même pas non plus des collectivités très, très, très indépendantes financièrement. Merci, M. Perroton, pour ces explications. Pour ma part, je vous ai écouté l'un et l'autre avec beaucoup d'attention. J'ai quand même le sentiment que vous avez un peu de difficulté à trouver de bons arguments pour critiquer notre proposition budgétaire. Au pire, vous osez parler d'une politique brutale. Je vous rappelle simplement que une politique brutale, elle a permis d'investir, comme vous l'avez sous les yeux, 70 millions au cours des 5 dernières années. Une politique brutale, si nous avions eu une situation financière de la ville meilleure, elle aurait peut-être pu être plus douce. Malgré tout, j'ai tenu à ce que, dès lors qu'on le pouvait, le personnel à qui on a beaucoup demandé bénéficie au maximum d'une politique indemnitaire la plus respectueuse possible. Plus de 80% du personnel a vu son salaire augmenter. Le régime indemnitaire a été augmenté de 450 000 €. Ce n'est pas une bricole. Et nous avons versé en fin d'année, compte tenu de l'ensemble des modifications qui ont été mises en œuvre par les services, je dis bien mises en œuvre, pas simplement que nous les avons conçues, c'est que les opérations ont été à terme, nous avons versé 280 000 € de primes supplémentaires au personnel. Voilà, c'est ce que j'appelle une gestion respectueuse, dans un contexte, vous l'avez vous-même souligné, qui est extrêmement difficile, et vous le savez bien, les financements publics de nos différents partenaires, compte tenu de la pression qui est exercée sur les collectivités locales autres, le département et la région, ont eu pour effet d'avoir moins de taux de cofinancement que par le passé. Vous savez aussi que l'État, et en 2014 ou en 2015, le gouvernement était plus proche de vous que de nous, a mis une croix sur un bon nombre de soutiens aux collectivités locales. Je prends un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Regardez ce qui a été accordé pour le premier PRU par l'État, près de 40 millions. Vous remarquerez que ce PRU était terminé depuis 2015 et qui n'a pas été réabondé. Et lorsque un nouveau gouvernement se met en place et qu'il refait de la politique de la ville une priorité, il nous octroie simplement un peu moins de 10 millions d'euros. Donc nous sommes passés de 3 à 1. Voilà la réalité. Le département, je ne jette pas la pierre au président du conseil général ni aux conseillers départementaux, a dû aussi supprimer un certain nombre de soutiens qui étaient accordés aux collectivités. Nous sommes en renégociation avec lui d'un nouveau contrat parce que le département s'est redonné des marges. La région a fait le choix, elle aussi courageux, de freiner le budget de fonctionnement pour donner la priorité à l'investissement. Heureusement, parce que cet argent nous permet de financer la piscine, de financer le stade, de financer Malraux. Si on n'avait pas le PEM, si on n'avait pas ces concours de la région, je ne sais pas comment on aurait fait. Alors, sur la modernisation de la ville, chacun appréciera en son âme et conscience, le moment venu, ce qui a été fait pour moderniser la ville. Moi, je constate chaque jour que, par le travail croisé que nous avons mené, la ville et l'agglomération, nous avons beaucoup de retours de satisfaction sur l'évolution de notre ville. Et nous faisons évoluer des axes majeurs, des équipements majeurs, sans pour autant abandonner les gens qui sont les plus fragiles. Cette politique, elle nous permet en ce moment même de lancer la rénovation de Bellevue. Elle nous permet de poursuivre le PRU, malgré les conditions de financement qui ont été indiquées tout à l'heure. Et puis,
nous devons aussi continuer à travailler à des équipements de proximité. Parmi les équipements de proximité, il y a les écoles, et Monsieur Dupassieux, je vous confirme que nous continuerons à investir dans les écoles. Nous avons des travaux lourds à faire, je pense par exemple à des toits d'école Chambéry-le-Haut, mais je pense aussi que nous allons, dans cet exercice, payer des frais d'architecte, c'est de l'investissement, pour lancer la rénovation et peut-être même la reconstruction de Verbois, puisque l'audit qui est en cours sur la structure du bâtiment, je crains qu'il nous réserve de mauvaises surprises. Nous devons aussi reconstruire Maché, l'école du Haut-Maché. Philippe Bretagnol, qui suit ce dossier avec beaucoup d'attention, me le rappelle si j'avais tendance à l'oublier. Et puis nous devrons agrandir l'école du Stade, puisque dans le cadre de la création du nouveau quartier de Vétrotex, il faudra créer des classes nouvelles de manière progressive. Dans les travaux lourds qui seront faits cette année, il faut finir le toit de Jopin, n'est-ce pas, Muriel? Les conseils de classe, les conseils d'école, pardon, nous envoient des remerciements sur les travaux qui ont déjà été faits. Mais les travaux qui ont déjà été faits ne doivent pas cacher ceux qui restent à faire. Et ceux qui restent à faire, quand on parle de reconstruire une école, c'est pas une bricole. L'école de Verbois, c'est pas 1 ou 2 millions que va nous coûter sa reconstruction. Voilà. Je suis très clair sur nos intentions. Nous continuerons à assumer nos responsabilités. Nous devons le faire aussi au niveau des équipements sportifs. Ce qui se passe avec le stade en est un exemple, mais nous avons aujourd'hui des interrogations sur des gymnases. Le gymnase Jean Jaurès présente des faiblesses, et je vous indique que nous sommes en train d'activer la garantie concernant le gymnase de Mérande, enfin de Mérande, porte de Mérande, qui présente des désordres moins de 10 ans après sa construction. Nous mettrons en œuvre la garantie décennale. C'est pas quelque chose de courant, mais nous devons le faire, et je pense que c'est défendre l'intérêt des Chambériens en le faisant. Voilà les éléments de réponse que je peux vous apporter. Alors, l'Europe doit maintenant faire l'objet d'une approbation. Oui, Madame Laclais. Oui, Monsieur le maire, simplement, l'Europe, c'est un document qui va faire l'objet d'un vote, mais qui est surtout préalable au budget. Oui. Et je voudrais, pour que nous puissions avoir un débat sur des données qui soient parfaitement objectivables, je m'adresse plus particulièrement à Monsieur l'adjoint aux finances, Monsieur Perroton, que nous puissions peut-être avoir des documents qui soient plus complets. Je m'explique. Moi, j'ai beaucoup de mal à pouvoir débattre sur un document qui est intéressant, qui présente l'évolution des dépenses d'équipement, mais qui ne précise pas si on est budget primitif à budget primitif, compte administratif à compte administratif. Et je le dis, je ne vois pas ce dont on peut parler parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et de la même manière, si on veut comparer par rapport au précédent mandat, il faut prendre les mêmes données, c'est-à-dire compte administratif à compte administratif, puisque c'est le compte administratif qui est le reflet de ce qui a été réellement dépensé. Sinon, on peut inscrire des sommes qui ne sont pas dépensées. Voilà, donc je crois que c'est important. C'est pas simplement des paroles, c'est une réalité. Il peut y avoir parfois des différences très significatives. Et je pense que notamment sur l'année 2014, c'est pas une querelle, c'est une réalité entre ce qui avait été voté et ce qui a été dépensé, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, quand on a des graphiques très intéressants au demeurant, je pense que le B à bas, c'est quand même de dire de quoi on parle et dire si on parle de budget ou si primitif ou si on parle de compte administratif. C'est le premier point. Le deuxième point, parce qu'on n'en a pas parlé et je trouve ça peut-être important de le signaler, Monsieur le maire, c'est qu'on a pris connaissance du recensement à la date du 1er janvier 2000, enfin qui concerne l'année 2015, sauf erreur de ma part, mais qui paraît toujours avec un décalage et avec une diminution du nombre d'habitants, qui est significative.
puisque c'est 514 habitants en moins au 1er janvier 2019. Alors, la méthode de comptage, vous le savez comme moi, a été revue maintenant il y a plus de 10 ans. Hein. Donc, on sait très bien les difficultés que cela peut représenter. Notamment, on a rencontré, pour ce qui nous concerne, les difficultés quand il y a eu des démolitions avant les reconstructions, parce que si on tombe sur un quartier où on comptabilise les gens au moment où les logements sont en cours de démolition, ils ne sont pas dedans. Donc voilà. Donc ils peuvent être sur un autre quartier, mais si ce n'est pas l'autre quartier qui fait l'objet du recensement, ben, ils ne sont pas recensés. Donc je voudrais savoir si vous avez pu aller un peu plus loin sur l'analyse, maintenant un mois après l'apparition de ces chiffres, sur l'origine de cette baisse du nombre d'habitants, parce qu'elle a des conséquences, et notamment des conséquences en termes de dotation de l'État, puisqu'elle reste encore corrélée, et je pense pour un certain nombre d'années, au nombre d'habitants. Donc, est-ce que vous avez pu en mesurer l'impact? Et est-ce que vous avez une lecture de cette baisse du nombre d'habitants? Est-ce que l'INSEE vous a fait une analyse? Et est-ce qu'on peut en tirer quelques, peut-être, enseignements, soit sur la méthode de recensement, soit sur peut-être l'attractivité de la ville? Oui, simplement, Madame Laclais. Il est bien évident que tous les chiffres qui sont antérieurs sont issus des CA. Ça va de soi. Ce n'est pas indiqué dans les documents, effectivement, mais vous savez très bien qu'à partir du moment où les chiffres sont réalisés, on les utilise. Il n'est plus aucune notion de budget dans ce qui vous a été présenté en pré-prospective. La prospective, bien entendu, c'est ce qu'on va appeler des budgets prévisionnels, ou en tous les cas des projections. Donc ce sont des chiffres qui vont être formalisés et affûtés avec les budgets. Mais tout ce qui vous est présenté là sont des chiffres de CA, et chaque fois que je vous fais une comparaison avec un passé, qu'il soit notre passé ou le vôtre, je parle de CA. C'est de toute façon une règle dans la comptabilité, et particulièrement dans la comptabilité publique également. Sur la question que vous avez posée sur les chiffres, on a pris connaissance des chiffres qui sont ceux du Dauphiné libéré, je ne sais plus quand, hier ou avant-hier. Oui, non mais, voilà. Mais nous n'avons pas reçu encore, nous, ville, officiellement, le document nous donnant le décompte. On est dans l'attente de ce document. Au jour d'aujourd'hui, nous ne l'avons pas reçu encore. Ben non, mais ce que vous pouvez nous passer, c'est le chiffre brut, mais le détail, oui, le détail que transmet l'INSEE, nous n'avons pas encore. Pardon, excusez-moi. Depuis le 27 décembre, il est disponible sur Internet. Vous tapez Chambéry, population 2019, vous aurez un lien INSEE, vous avez tout le dossier. Non, mais traditionnellement, enfin ces dernières années, l'INSEE transmettait des fiches, nous permettait des analyses plus fines. Pour l'instant, nous n'avons pas ces documents. Voilà ce que je peux dire. Monsieur Fajot. Oui, j'avais oublié, oui, tout à l'heure, dans la présentation du ROB, il n'y a absolument rien sur vos orientations budgétaires en matière d'effectifs et d'emploi à la ville. Ça s'arrête en 2018 avec un chiffre quand même qui paraît assez surprenant, c'est-à-dire moins 100, à peu près 102, hein, exactement, 102 emplois supprimés en 2018, bilan 2018. Donc c'est aussi peut-être pour répondre, Monsieur le maire tout à l'heure disait on a abondé le régime indemnitaire et une prime de fin d'année. Si c'est financé par les suppressions d'emplois, et aussi à noter une augmentation quand même de l'emploi non titulaire permanent, qui est quand même aussi conséquent. Si c'est financé donc par les suppressions d'emplois, c'est pas non plus très bon par rapport au service public et à la présence des agents dans les services publics. Donc c'est savoir quelle est l'orientation, puisqu'il n'y a rien, là j'ai rien vu, ou à moins que ça m'ait échappé,
votre orientation en matière d'évolution des effectifs pour 2019 à la ville de Chambéry. Oui, Monsieur Fajot, c'est un point qui n'a effectivement pas été abordé, cette variation d'effectifs, parce que ça demande un développement important, et ce développement important, on le fera au cours du BP. C'est vraiment... si vous lisez le rapport, vous verrez qu'il est abordé, et il sera complètement développé lors de la présentation du BP au 1er mars. Parce que c'est un sujet qui demande plus que quelques slides pour être explicité. Dans le rapport, vous avez le chiffre effectivement sur les évolutions. Vous savez, on a toujours été très clair que dans le cadre de la réorganisation d'un certain nombre de services, tant qu'on n'avait pas obtenu l'évolution finale, on ne privilégiait pas la titularisation. Ça a notamment été le cas dans le secteur scolaire, où avec le périscolaire, il y a eu 2 réorganisations. Il y a eu la semaine de 4 jours, puis l'après-semaine de 4 jours. Aujourd'hui, on arrive à un moment où les personnels vont être mis en stage. Sylvie Cosca va l'expliquer, l'adjointe aux ressources humaines. Pour le reste, là aussi, Monsieur Fajot, on a une différence fondamentale. C'est pas le nombre de fonctionnaires qui font la qualité d'un service. Non. Ça se saurait. Ça se saurait. Je pense que ça y contribue, mais limiter la qualité du service au nombre de personnes, ça n'a pas démontré son efficacité partout dans le monde. Sylvie Cosca. Oui, merci, Monsieur le maire. Je crois que dans le cadre de la stratégie RH que nous menons depuis le début du mandat, il a toujours été clair qu'au fur et à mesure des réorganisations, quand les réorganisations étaient actées, on titularisait en conséquence. Et nous arrivons en 2018 avec 13 personnes titularisées plus 17 mis en stage, ce qui fait 40 personnes. Ce qui fait 30 personnes, et c'est plus que l'on a fait, par exemple, en 2011, 2012 ou même 2013. Donc au fur et à mesure, on stabilise les personnels. Et quand vous parlez de la baisse des personnes titulaires, vous pouvez aussi noter la hausse des personnes que nous qui sont sous contrat par rapport à la vacation. Et nous avons travaillé avec les services pour avoir moins de vacataires, mais plus que de personnes sécurisées. Et c'est tout ce travail au quotidien que l'on fait avec les services pour essayer de lutter contre les temps partiels non choisis, pour essayer de lutter contre la précarisation. Et c'est ça que pourra vous présenter de façon plus détaillée une prochaine fois, ou même en commission RH si vous souhaitez venir, parce qu'il y a vraiment des chiffres qui montrent maintenant une stratégie RH visant à être aussi plus efficiente. Et je rejoins vraiment le maire, ce n'est pas le nombre de personnes qui fait la qualité du travail, mais vraiment tout ce qui est mis en place autour, les organisations, la responsabilisation de toute la chaîne hiérarchique, la mise en place aussi de salaires dignes. Et quand on a plus de 80% des personnes qui ont vu leur salaire augmenter, et on aura la deuxième phase du RIF7 qui vous sera proposée courant 2016, je peux vous dire, vaut mieux avoir moins de personnes, mieux payées, avec des fiches de poste clarifiées, plutôt que beaucoup de personnes mal payées et qui contribuaient à faire des travailleurs pauvres. Et nous avons également quelques mutualisations. Je pense par exemple à la direction de la communication, qui est mutualisée. Il y a eu quelques transferts de compétences. C'est aussi une explication dans la baisse des effectifs. Voilà, je vous propose d'en rester là pour ce débat, et je soumets donc au vote, puisqu'il doit y avoir vote. Il faut me donner acte que j'ai présenté le rapport, et il faut que le Conseil se prononce en faveur des orientations qui ont été présentées dans le rapport d'orientation budgétaire. Donc je ne doute pas que nous ne serons pas unanimes sur ce vote. Donc quels sont ceux qui sont contre? 1. Ceux qui s'abstiennent? 9. Le rapport d'orientation budgétaire est donc approuvé.